Donc, bonjour. Nous avons changé un petit peu le titre par rapport à ce que vous avez dans le programme et on a ajouté le terme augmentation, augmenter, pour être en phase vraiment avec ce concept d'éducation inclusive et pour nous l'importance d'aller vers une augmentation de la participation. On parle beaucoup de la participation des enfants et là, nous, on va se centrer, se focaliser aussi sur la participation des parents au sein de l'école et dans la communauté. Donc, notre programme va être en 4 temps. Vous allez avoir les petites flèches qui vont défiler pour vous repérer dans le temps au fur et à mesure. Nous allons d'abord vous parler de ce principe des recherches qui sont par et avec les personnes elles-mêmes. Donc, toutes les recherches que nous allons citer, les modèles qu'on a utilisés, proviennent de recherches qui ont été faites à partir et avec la parole des parents. Nous-mêmes, Céline et moi, nous travaillons essentiellement à partir de la parole, alors soit des parents, soit des intervenants, soit des personnes elles-mêmes, soit des enseignants. Et donc, tout va tourner autour de ces éléments-là. Donc, on ne va pas vous répéter chaque fois qu'il s'agit de ce type de recherche, mais partons de ce principe-là que chaque fois, il va s'agir de recherche par et avec. Deuxième temps, on va s'intéresser à cette notion de participation des parents. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour ensuite essayer d'aller regarder ce concept de pluralité des acteurs. Et ensuite, eh bien, nous allons vous proposer vraiment de passer de la parole aux actes et on va vous mettre en action. On va essayer de vous proposer un outil qui permet de garder en tête tout ce que l'on peut faire autour de cette augmentation de la participation des parents. Alors, premier temps, les recherches faire avec les personnes. Ici, on va s'intéresser aux parents. Eh bien, 2 grands espaces. La première chose, c'est partir à partir de la voix des acteurs dans la communauté éducative, c'est ce que vous avez ici, et tout ce modèle de partenaires qu'on va vous présenter est issu donc de ces recherches qui s'intéressent à aller travailler avec les parents pour recueillir et questionner, identifier leur expérience singulière, à partir de laquelle on va pouvoir donc considérer des modèles, des propositions. Deuxième chose qui est très importante pour nous et qu'on va développer ici, c'est la question de la contextualisation. C'est-à-dire que la parole, elle n'est jamais quelque chose qui apparaît dans un contexte anodin. On dit toujours quelque chose dans un lieu, dans un temps, en lien avec notre expérience singulière. Donc c'est ce qu'on appelle le contexte et ça indique énormément de choses que de s'intéresser à ce contexte. On ne parle pas de la même manière ici qu'en face à face, dans un café ou ailleurs. Et ce que l'on dit, bien sûr, est influencé par ces contextes-là. C'est bon? Alors, oui, j'ai bien oublié. Donc ça, c'était un peu pour nous situer. Deuxième chose, évidemment, la participation parentale, c'est pas depuis... Ah, pardon, c'est pour la caméra. La participation parentale, on en parle depuis un bout de temps maintenant. Et les études, depuis près de 30 ans, ont démontré les effets de la participation parentale, le pourquoi on aimerait que les parents participent plus dans l'école, pour les enfants, la réussite éducative et scolaire, au niveau comportemental, au niveau de la motivation. Pour les parents eux-mêmes, il y a des effets, moi je m'intéresse beaucoup à la qualité de vie des familles, donc adaptation, qualité de vie. Pour l'enseignant, et ça c'est important de le rappeler parce que parfois, comme enseignant, on a souvent envie de proposer des choses pour que les parents s'adaptent, mais les parents nous amènent aussi comme enseignants énormément de choses pour améliorer nos interventions. On discutait en atelier, seule l'école ne peut pas grand-chose, donc c'est aussi de dire il y a une réciprocité. Puis pour l'ensemble du personnel scolaire, donc on est là dans l'élargissement de l'école, de dire, de créer une communauté où les parents sont avec nous. Par contre, ce qu'on sait aussi depuis 30 ans et que vous avez certainement dû entendre et vivre, c'est que ce n'est pas du tout simple à mettre en place cette participation parce que parents et les acteurs de l'école habitent des espaces différents, l'espace scolaire, l'espace familial. Les priorités sont différentes. Le quotidien est différent, les préoccupations sont différentes, un autre langage, et Jean-Claude Kaloubi, que certains connaissent sans doute, c'est une rencontre, avec Jean-Marie Bouchard, on beaucoup parlé de ça, c'est une rencontre qui se fait, qui est difficile, et puis c'est surtout une rencontre qui est un peu obligée.
Hein? Alors, on a choisi des images avec Delphine, on aime bien. Quand un parent rentre dans l'école, bon, c'est une journée porte ouverte, mais il y a quand même des risques hein, de se faire croquer, hein, cric-croc. Donc, évidemment, il y a à réfléchir. Hein. Il ne suffit pas de dire oui, il faut qu'il participe, etc. Non, c'est pas facile. Et ça va se complexifier encore quand on est dans la communauté en marche vers l'inclusion. Par contre, ça peut ce processus en cours de l'inclusion peut, là je sais plus où on en est, ok c'est ça, peut aussi inculquer un changement, hein, aller dire ben, on va faire un changement, parce que ce qu'il y a d'important dans la société inclusive et l'éducative inclusive, vous le savez, c'est la prise en compte de la diversité des apprenants. Hein. Ben, ce qui est proposé aussi, c'est la prise en compte de la diversité des parents et la participation scolaire de ses parents. Donc, on a un texte de l'UNESCO, pas trop vite, donc l'accès à l'éducation de qualité, mais aussi reconnaître dans l'école inclusive la valeur intrinsèque de la diversité. Puis la diversité, on en a. C'est là, les images. Ouais, ça parle. Voilà. Prenez le temps de voir toutes ces photos. Alors, ça renvoie peut-être aux familles que vous rencontrez, hein, parce que les familles d'aujourd'hui ne sont pas toutes pareilles. Je pense c'est commun de dire l'enfant est unique, mais chaque famille est unique et la participation de chaque famille est unique. Si on se réfère si on se réfère à notre propre parcours et notre propre envie comme parents de participer à l'école, on va tous avoir une façon différente de participer. Moi, j'haïs ça, aller au pique-nique scolaire ou faire des sorties. Par contre, je vais pouvoir faire d'autres choses, par exemple au comité de parents de l'école. Donc, on a chacun sa façon de participer. Pour illustrer cette diversité familiale et cette diversité des parents, on va vous donner deux familles, vous proposer la description de deux familles sur lesquelles on va utiliser. Pardon. J'ai bu trop hier soir, je commence à déjà avoir des problèmes de parler. Qui vont illustrer le propos qu'on va tenir et l'appel qu'on vous fait de dire ben, il y a une prise en compte de la diversité qui est proposée, c'est ça aussi l'école inclusive. La première, c'est Arturo. Donc, c'est une famille assez traditionnelle avec Sonia et Emilio, parents d'enfants qui sont immigrés, donc toute la famille, ça fait 4 ans qu'ils sont à Montréal. C'est des parents qui ont participé à nos recherches, donc j'ai une image moi-même quand j'en parle, mais ce n'est pas les bons mots. Donc, ils ont 2 enfants, un jeune enfant qui a un trouble du spectre de l'autisme, 5 ans, qui est en maternelle, et un grand qui a 15 ans, Arturo, et aussi trouble du spectre de l'autisme, Asperger, pour ne pas nommer. Le père gagne bien sa vie, maman au foyer, très investie pour ses enfants. Elle était active dans une association de parents, et elle est apprenante du français, mais malgré ses difficultés donc, pour maîtriser la langue du pays d'accueil, elle n'hésite pas vraiment à interagir avec tous les intervenants de l'école, que ce soit pour son aîné ou pour son plus jeune. Deuxième famille, Jasmine. Alors là, on est dans une autre configuration. C'est papa qui est très présent, maman vit à l'étranger, et la grand-maman habite avec la famille et la petite fille. Jasmine, elle est dans un programme de sport-études, donc c'est une petite fille qui a un parcours différent aussi. Les rôles, évidemment, sont non traditionnels, hein, peu de ressources, et quelquefois, donc la participation, c'est plutôt la grand-maman qui vient à l'école quand il y a des urgences. D'accord ? Donc, gardez en tête ces 2 familles, et on va passer ensuite à la mise en œuvre. Alors, on va donc utiliser au fur et à mesure de notre présentation ces familles comme point de repère, et on va essayer de voir eh bien, comment on peut prendre en compte cette diversité dans nos propositions de travail avec les écoles. On a parlé ces derniers jours du fait que l'école inclusive, c'est être créatif. On l'entend tout le temps, ce terme qui est employé, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'être créatif ?
On pourrait imaginer que c'est juste réinventer sans arrêt quelque chose et qu'on vous demande d'être créatif en classe, on vous demande d'être créatif en tant que parent. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement que d'être créatif? Pour nous, la créativité, c'est partir de fondements que l'on a, des valeurs, des connaissances, des histoires que l'on a. Et à partir de ces fondements, de ces bases, de ces socles, essayer de trouver des variations que l'on peut faire pour amener du mouvement, de la flexibilité et du changement en s'aidant d'un contexte et en essayant d'analyser qu'est-ce qui change dans notre environnement et comment, puisqu'il y a du nouveau, on peut s'ajuster avec ce que l'on connaît et avec ce que l'on va apprendre. Donc, chaque nouvelle expérience va nous permettre d'avoir un peu plus de bagages et de le faire varier pour aller un peu plus loin. C'est une inscription dans une continuité d'action. C'est nous qui mettons en œuvre, par rapport à ces éléments, chaque fois, le changement. Et ici, nous allons vous proposer de vous mettre en action avec nous sur le changement. C'est le moment où on fait une pause, parce que comme chercheur, on trouve qu'une heure de présentation, c'est beaucoup trop long. Donc, on va faire une pause, on va vous distribuer une feuille qui va vous permettre de réfléchir avec nous et aussi de susciter un petit peu d'intérêt à ce qu'on dit, parce que c'est exactement le moment où l'attention tombe normalement. Alors, vous allez avoir une feuille. Qui est une activité bricolage. Alors, on ne sait pas si vous avez de quoi faire du bricolage ici même, mais si vous ne l'avez pas, ça n'est pas grave. Vous allez faire comme si vous faisiez votre bricolage et vous pourrez l'avoir avec vous. Votre bricolage, à la fin, donne une pyramide à base carrée. À base carrée, d'accord, avec une possibilité d'ouverture et des choses que l'on met dedans. On en a plus qu'il n'en faut, donc si jamais vous ratiez votre bricolage, c'est pas très grave. Voilà ce que il y en a d'autres. À la fin, ça donne ça. Bon, vous pouvez le faire à la maison aussi, il n'y a pas de souci, mais au moins vous l'aurez avec vous. C'est un mémo de ce que nous allons vous proposer autour de la participation parentale. Donc, vous savez, dans notre titre, il y avait marqué « De la parole aux actes ». C'est exactement ce que l'on va essayer de voir. La parole, c'est des principes, c'est des valeurs en lien avec les partenaires, la relation. Donc, on va vous expliquer ça juste après. Et les actes, eh bien, c'est comment, à partir de ces valeurs, on peut se mettre en action, en activité. Qu'est-ce que l'on peut faire? Alors, sur votre feuille, vous voyez qu'il y a deux portions. Il y a ce bricolage de pyramide à base carrée qu'on va décliner. Et puis, vous avez un petit carré à côté avec un mémo. Et donc, on va vous présenter tout ça. Donc, vous voyez dans l'image que vous avez face à vous à l'écran, il y a des triangles, puisqu'ils sont aplatis pour nous ici. Chaque triangle, il faut imaginer que c'est potentiellement votre pyramide. Donc, dans vos mains, vous avez un de ces triangles. Ça va? Ces triangles, qu'est-ce que c'est? C'est une série que vous avez ici et que Céline va vous présenter de typologies, de types de participation parentale pour faire le lien école-communauté. C'est exactement ce que vous avez comme mémo dans le petit carré à côté. Vous avez les mêmes termes, d'accord? Et notre idée, c'était de vous les mettre à côté pour que vous les ayez en mémoire et que vous puissiez choisir de savoir quelle pyramide vous allez construire. La pyramide d'arrimé connecté, d'individualisé, etc., comme Céline va vous le proposer. Ça va pour le concept? Et on va le décliner ensemble. Effectivement, parce que dans l'idée de la créativité, on a dit il y a aussi s'appuyer sur ce que l'on sait déjà. Comme ça fait quand même 30 ans qu'on fait de la recherche sur la relation, la collaboration école-famille, on sait un certain nombre de choses et certains auteurs ont proposé une typologie de la participation parentale. Ça veut dire qu'est-ce que l'on peut proposer aux parents pour participer dans l'école. C'est quelque chose qu'on a travaillé avec l'atelier, je vois certains dans l'atelier, avec les participants dans l'atelier. Donc, comment on peut dire,
le parent dans l'école et la collaboration, elle peut être autour de quel objet, en d'autres termes. Alors évidemment, définir individualisation de l'enseignement, c'est ce qui vient spontanément. Hein, répondre aux besoins de l'enfant, les plans d'intervention, convoquer la famille, passer de l'information de part et d'autre, etc. Ça, je pense que intuitivement, on le sait et c'est assez spontané. L'autre forme aussi de participation qui a été démontrée, c'est que la collaboration école-famille, elle arrive aussi pour répondre et définir et répondre aux besoins de la famille. Puis ça, c'est quelque chose qu'on a discuté aussi avec les classes passerelles ici, de dire, quand on a des familles d'enfants tout jeunes, la famille a aussi un certain nombre de besoins au niveau de son adaptation et de la compréhension qu'elle peut avoir de l'école. Donc ça, c'est une autre forme de participation. Ça, c'est pas seulement l'enseignant dans sa classe. Hein. On parle de communauté éducative, on parle de rôle d'assistants sociaux, de toutes les personnes, la direction qui sont dans l'école. Donc ça, c'est deux formes de participation qui spontanément arrivent, qui se font beaucoup dans les écoles. La troisième forme de participation, on l'a intitulé « Arrimer, connecter l'école, la famille et la communauté ». Et ça, c'est de dire, effectivement, c'est pas seulement les enseignants et le personnel scolaire dans l'école, c'est aussi les parents qui peuvent venir dans l'école et faire des activités et également sortir de l'école, faire quelque chose dans une bibliothèque. Par exemple, une activité en dehors de l'école, on avait toutes sortes d'idées, justement aussi avec les partenaires de l'atelier. Autre aspect important, référer aux services spécialisés et obtenir ces services. Donc, évidemment, les parents et les familles sont souvent en quête, et les enfants sont en quête de services, souvent des services spécialisés. Comment l'école peut s'allier avec la famille pour permettre d'obtenir ces services. Apprentissage dans et en dehors de l'école, alors ça c'est de dire, oui, il y a des apprentissages qui se font dans l'école, mais comment on organise les apprentissages en dehors et comment on ramène les apprentissages dans l'école. Apprentissage dans et en dehors de l'école, on pense spontanément à l'organisation des devoirs, les leçons, etc. Mais ça peut être aussi comment on apprend des familles de leur culture, etc., pour amener leur connaissance dans l'école. Et la dernière forme d'invitation est la défense des intérêts des enfants à l'école inclusive. Donc c'est sûr que moi je travaille avec des chercheurs américains où le droit du parent dans l'école est beaucoup plus affirmé par des lois, mais il y a une dimension quand même légale dans la participation des parents dans l'école et aussi le droit évidemment de chaque enfant de bénéficier d'une école comme les autres. Donc ça c'est les différents types de participation que vous avez. On va à chaque fois faire une petite abstraction parce qu'on va parler d'un type de participation. Alors, je sais pas, oui. Donc, sur votre pyramide, une fois qu'elle est construite, vous voyez qu'il y a plusieurs mots qui sont inscrits. Il y a ce qu'on appelait tout à l'heure les fondements, les socles, c'est ce que vous avez comme socle en bas, c'est ce qui maintient la possibilité de se mettre en action dans cette relation avec les familles. Ce sont donc, ce qu'on vous a indiqué ici, la base, les principes et les valeurs que l'on respecte, que l'on met en œuvre chaque fois que l'on s'intègre dans ces activités. Vous avez à l'intérieur toutes les propositions que l'on pourrait faire pour un type, de participation. Par exemple, on pourrait dire, tiens, dans ma boîte, je vais choisir des éléments d'invitation que je pourrais faire pour arrimer l'école, la famille et la communauté. Et on pourrait mettre toutes nos idées dans la boîte. D'accord ? Et cette boîte, vous avez vu que sur cette pyramide, que j'ai appelée boîte à l'instant, il y a tout un tas de mots qui sont autour sur les faces. Ce sont les éléments du contexte que l'on doit prendre en compte pour avoir une multitude de propositions pour répondre à la diversité des familles. Parce qu'il s'agit là bien de s'assurer qu'il va y avoir une multiplicité de propositions à l'intérieur pour s'assurer que ça réponde à chaque besoin et à chaque envie de l'ensemble des partenaires, pas que des familles. Voilà une autre visualisation avec donc les principes, les valeurs associées à la relation, la diversité des propositions au sein d'un type de participation et le contexte à prendre en compte dans l'interaction. Pourquoi la pyramide ? Parce qu'on pense
qu'il y a on pense, un certain nombre de chercheurs, de la même manière qu'on individualise trop de rhum, nos propositions à la diversité des enfants qui sont dans notre classe, on va individualiser les propositions à la diversité des familles. Puis il va y avoir des choses de base. Par exemple, un cahier de communication entre familles et parents, des plans d'intervention pour tous. Puis il y a des familles où on va donner plus de possibilités de participation ou des possibilités diverses. Bon, bref, on va en reparler. Une autre visualisation. Donc là, il va falloir vous dire, vous êtes comme... bon, bref. On va le faire comme voilà. ça. Donc, on passe maintenant, donc on a passé donc, les différents types de participation et maintenant on passe au socle qu'on a discuté aussi dans l'atelier et qui sont issus de la recherche évidemment depuis une trentaine d'années sur la relation famille-école. Quand on a interrogé un grand nombre de parents sur qu'est-ce qui était essentiel quand on fait face à un intervenant, hein, dans la relation, qu'est-ce qui est important. Puis quand on a demandé aux intervenants qu'est-ce qui se passe quand ça marche, cette collaboration, parce qu'on va se miser sur les forces, on peut regrouper en 4 principes. Parfois, il y en a 6, mais par mesure de... Parce qu'on n'avait pas une pyramide à base... une pyramide assise, un petit point. On a regroupé en 4 principes. Pour retourner à l'école. Voilà. 4 principes qu'on a aussi discutés en atelier: égalité, équité, engagement et attente élevée, communication, confiance, respect. Alors je vais décliner ces principes. Égalité, équité, on en a déjà parlé, je pense, à multiples reprises. C'est sûr que si on est dans une relation asymétrique avec nos interlocuteurs, on va peut-être moins réussir à s'engager vers un but commun. Donc on va chercher à être dans une relation symétrique avec les parents, mais aussi au sein de l'équipe éducative. Partage du pouvoir décisionnel concernant l'enfant. Donc, ce n'est pas une personne qui décide, mais c'est l'équipe qui fait force pour prendre des décisions vis-à-vis de l'enfant. Et un élément de égalité-équité, c'est aussi, alors on a discuté ça en atelier aussi, le fameux développement du pouvoir d'agir des parents. Donc, on parle d'émancipation ici, d'empowerment plus en terre canadienne. Donc, une co-construction parce qu'effectivement, on n'a pas le même type de connaissances et parfois, les parents vont avoir besoin d'avoir des ressources pour développer leurs connaissances. Engagement et attente élevée. On s'engage, ça c'est tout l'aspect de dire si on veut collaborer, il faut qu'il y ait un engagement de part et d'autre, et se donner des objectifs ambitieux, réalistes, que les bottines suivent les babines. Ça va? Ça c'est très québécois. Les bottines suivent les babines. Donc, c'est de dire, si on se propose comme intervenant de faire quelque chose, c'est sûr que si on ne le fait pas, les parents risquent d'être un peu tannés. Tannés, ça va ça? D'être un peu embêtés, ennuyés. Donc, c'est vraiment important de dire, on s'engage ou on ne s'engage pas, mais au moment où on s'engage, en tout cas de suivre là où on s'est engagé, puis des attentes élevées. Je pense que ça, c'est aussi l'école inclusive, de se dire, il n'y a pas de limite. Et puis, je trouve que dans les ateliers, on a vraiment eu ça. Il y a une ouverture. Bon, mais c'est aussi, c'est pas toujours drôle, c'est pas toujours facile de s'engager ensemble vers un objectif. Donc, quel compromis on peut faire? Je prenais un exemple hier, justement, avec la maman. Je l'appelais Arturo, il faut que je fasse attention. Le bilinguisme, parfois, c'est pas apprécié. Donc, pour des enfants qui ont des difficultés langagières, il y a débat dans la littérature sur est-ce qu'il faut leur apprendre les 2 langues. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va dire aux familles, vous ne parlez plus votre langue d'origine chez vous? Parce que, non. Donc, qu'est-ce que l'on peut faire pour arriver à un compromis et le discuter minimalement avec la famille? Communication, et je pense qu'on a une experte de la communication, mais rappelez-vous, la communication, c'est pas seulement donner des quantités d'informations aux parents, c'est la qualité de l'information. On utilise un jargon comme chercheur, comme intervenant, qui n'est pas nécessairement le jargon des parents, le langage des parents.
ça aussi, c'est développer un langage qui soit commun, être transparent. Hein. Moi, j'ai des étudiants là, au bac en adaptation scolaire, et puis ils travaillent avec des familles, puis ils font un rapport sur ce travail, puis une étudiante me dit « Ah, mais dans le rapport, le papa m'a demandé de voir ce rapport. » Je dis « Pas de problème. » Elle dit « Mais je dois enlever des choses dans le rapport. » Ah, oui, il faut enlever des choses, puis surtout, si tu as écrit des choses dans le rapport qui critiquent les familles, effectivement, réfléchis pourquoi tu l'écris, et donc la transparence du langage. Et être à l'écoute. Alors ça, c'est important parce que comme intervenant, on est très proactif. Hein. On a souvent envie de dire aux familles, faites ci, faites ça. C'est aussi être à l'écoute de la réciprocité. Qu'est-ce que peut faire la famille ou ne peut pas faire la famille ou ne veut pas faire la famille? Non, moi, j'ai pas envie de faire les devoirs à la maison et j'ai surtout pas envie de faire les devoirs à la maison avec mon enfant qui a des difficultés langagières parce que c'est terrible. Au bout de 5 minutes, il crie, etc., etc. Donc, une réciprocité dans la communication. Je donne déjà trop d'exemples. Confiance, respect, là on est du côté des attitudes, hein, qu'on travaille aussi en formation initiale, qu'on travaille tout au long de notre parcours d'intervenants et d'intervenants. Représentation ouverte, éviter les jugements, se mettre à la place de, c'est aussi justement valoriser cette diversité et essayer de la prendre en compte. Et je pense que ça, vous l'avez entendu un nombre de fois si vous êtes dans le domaine de l'éducation. Évidemment, on essaie de se dire que le parent, on n'essaie pas de dire, on dit que le parent est le premier expert de son enfant. Donc voilà, à la base de votre pyramide, ce qu'il faudrait minimalement réfléchir à chaque fois qu'on s'engage dans une relation. Hein? Alors, des fois, on ne respecte pas ou on ne pense pas à tous les principes. Mais des fois, c'est bon aussi de se dire, est-ce que là, je suis vraiment dans la communication? Est-ce que j'ai mis tout en œuvre pour bien communiquer avec les parents? Quelles sont les voies que je pourrais emprunter? Quelle est la diversité de ces voies? Nous, on a beaucoup, à l'heure de Facebook, etc., il y a beaucoup d'écoles, par exemple, qui mettent des sites personnels de la classe pour pouvoir communiquer, informer les parents, etc. J'en dis pas plus, on continue parce que le temps file. Donc, on a vu ces éléments. Ensuite, on va cumuler chacun des éléments pour vous mettre en situation. On va ensuite faire ensemble des propositions d'activités, d'accord, qui pourraient rentrer dans une des typologies. Ça, c'est important. Donc, on va mettre en œuvre après ça dans des exemples concrets. Donc, on a ces fondements auxquels on pense, mais on se souvient qu'on vise la diversité et que donc, il y a des paramètres. Toutes les familles ne sont pas les mêmes et toutes les personnes autour des familles, donc à l'école, dans la communauté, eux aussi vivent avec tout un tas de contextes différents. Ce contexte, il est basé, on l'a regroupé sous 4 termes particuliers. Il y a de la variation autour de nous en termes de lieu, en termes de temps, en termes de fréquence et d'histoire interactionnelle. Alors, on va décliner ces éléments. Vous les voyez, moi je les ai mis, vous les avez aussi face à face en binôme. La fréquence et le temps, qu'est-ce que ça veut dire d'imaginer que nous avons des variations dans le temps et dans la fréquence? Dans le temps, bien évidemment, nous avons tous, en tant que personnes, des moments dans notre histoire qui sont différents. Je ne suis pas parent de la même manière quand mon enfant a 4 ans et quand il en a 17 ou 25. Il y a des cycles dans notre vie familiale qu'il faut absolument considérer. Mais c'est la même chose du côté des intervenants et des partenaires de l'école. Eux aussi ont ces éléments qui varient pour eux-mêmes. Il y a des moments précis à partir desquels on peut se rencontrer aussi. Si votre famille, dans une famille, vous dit « mais moi je travaille de 9h à 19h et c'est incompressible », mais que toutes les activités sont faites à 17h30, bien évidemment, on est en train d'exclure immédiatement les familles de cette possibilité. Si on dit on accueille uniquement une personne, parce qu'on est dans une activité, on ne peut pas prendre plus d'accompagnants. À ce jour-là, ce n'est pas possible pour vous d'être seul pour tout un tas de raisons. Vous voulez venir avec quelqu'un pour qu'il puisse traduire. Là encore, on est dans une temporalité qui ne va pas correspondre. Il y a des déplacements aussi dans le temps qu'il faut qu'on arrive à considérer. Le temps est une notion très flexible et on doit absolument considérer. Ça va pourtant? Hein? Classique. Fréquence, et on a rajouté le terme intensité, on n'a pas trop chargé là, mais c'est fréquence et intensité. On peut faire varier nos propositions en termes de durée,
en termes de fréquence, d'intensité, d'investissement que cela va demander, combien de fois, est-ce que ça se répète? Si on propose aux parents de venir une fois dans l'année, peut-être que ça va leur plaire tout à fait, mais peut-être qu'une autre famille va dire ah ben non, moi je veux des activités beaucoup plus fréquentes, parce qu'une fois ça ne me convient pas. Donc encore là, dans nos propositions, il faut qu'on ait une variété d'idées, de propositions qui vont respecter ces éléments du contexte. Dans les éléments du contexte à prendre en compte, on en a encore deux, c'est le lieu et l'histoire dans notre interaction. Alors, le lieu, bien évidemment, c'est où, dans, chez qui, est-ce qu'on est près, est-ce qu'on est entre. C'est aussi nos relations proximales, est-ce qu'on est assis, est-ce qu'on est debout. D'accord? Tous ces éléments-là, est-ce qu'on a pensé à multiplier les endroits et les positions dans lesquelles on peut se rencontrer? Ok, j'ai pas forcément envie peut-être d'être assis juste à côté de quelqu'un. J'ai peut-être envie d'être assis un peu plus loin que lui. J'ai peut-être envie de faire venir des gens chez moi ou pas du tout envie qu'on puisse mettre un pied dans mon univers familial à l'intérieur de chez moi. Tous ces éléments-là sont aussi indispensables à prendre en considération si on veut augmenter la participation de tous et non pas la participation d'une famille type qui nous ressemble en tant qu'intervenant ou qui ressemble au modèle qu'on a connu le plus souvent dans notre expérience. Ça va? Histoire interactionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Toutes nos interactions se cumulent. Vous avez une histoire de votre manière d'interagir avec les gens qui se cumule d'une fois à l'autre. Et du fait qu'on se connaisse mieux, du fait qu'on se soit déjà entendu, du fait qu'on ait déjà eu une relation, eh bien, nos relations, nos interactions vont évoluer dans le temps, elles vont changer. On ne va pas dire la même chose la première fois qu'on se rencontre et puis une fois qu'on s'est connus. Ce matin, nous nous sommes dit, ça va, on a dansé hier soir, on s'est dit, waouh, ça va, t'as pas mal aux jambes. Ben, il a bien fallu qu'on danse une première fois pour se demander si on avait pas mal aux jambes. Jamais je n'aurais dit à quelqu'un, ah, salut, ça va, t'as pas mal aux jambes. Ok, s'il n'avait pas eu cette histoire interactionnelle, c'est pareil avec les familles. Plus on se connaît, plus on accumule d'histoires. Et donc forcément, ça n'est pas la même chose d'avoir des activités avec des gens qu'on ne connaît pas beaucoup et des gens avec qui on a mis en place beaucoup d'éléments. Deuxième chose dans notre histoire interactionnelle qui est indispensable, c'est le partage du sens. Plus on se connaît, plus c'est clair que quand je vais, dans quelques jours, quand vous allez revenir sur histoire interactionnelle, vous allez dire, ça veut dire quoi déjà? Mais on a déjà partagé un peu de sens. Donc vous allez avoir un partage avec nous qui sera beaucoup plus facile que la première fois que vous entendez ce terme-là. Et c'est comme ça pour toutes les activités, dans nos interactions. Plus on partage du sens, plus on est d'accord quand on dit sortie scolaire. Sortie scolaire, ça peut vouloir dire plein de choses pour les personnes. Au fur et à mesure qu'elles les auront vues sous une forme particulière, avec des activités particulières, plus le sens sera partagé. Dernier élément, c'est qu'il y a, et ce n'est pas le moindre, et c'est celui dont on parle très peu, il y a un fonctionnement spécifique dans les interactions. Quand est-ce que je prends la parole? Comment je me rends compte que la parole m'est adressée? Quels sont les mécanismes que je dois mettre en œuvre pour me sentir à l'aise? Est-ce que j'ai le droit de dire certaines choses? Tous ces éléments qu'on appelle le fonctionnement de l'interaction, eh bien, c'est quelque chose qui est très complexe et que l'on doit prendre en considération. Savoir comment la personne se sent autorisée à parler dans ce contexte-là, dans cette nouvelle situation qu'on lui propose. Est-ce que c'est si simple de savoir si vous êtes autorisé? Est-ce que vous vous sentez autorisé à parler, par exemple, là? Voilà. Il faut que moi, je vous donne. D'accord? C'est à moi de vous donner l'autorisation de parler. Tout à l'heure, on va vous donner l'autorisation de parler. On va vous susciter dans cette interaction. Donc, tous ces éléments-là sont essentiels. D'accord? 4 fondements. On est un peu binaire aujourd'hui. 4 fondements et 4 éléments de l'interaction que l'on va essayer de combiner pour en arriver à des actions. Qu'est-ce que l'on peut maintenant concrètement proposer à des équipes pour augmenter la participation des parents? Là, il faut bouger. Et voilà. C'est bon. Parce que rappelez-vous, ce qu'on essaye de faire, c'est de dire, OK, l'inclusion, la communauté éducative inclusive,
c'est prendre en compte la diversité. Il y a beaucoup de diversité de familles. Donc, si on veut prendre en compte la diversité, on peut proposer des activités de base, mais on peut aussi réfléchir à des activités, des pratiques, des formes de participation plus spécifiques avec certains parents. Par exemple, des parents d'enfants nous, toutes les deux, on travaille beaucoup là-dessus, qui auraient beaucoup de difficultés sur le plan du langage, des interactions, donc qui demandent qu'il y ait une collaboration plus étroite avec les parents, puis des activités qui sont faites, destinées à tous les parents et auxquelles tous les parents ne participent pas nécessairement. Parce que ça, c'est important de dire aussi que dans une école, il y a beaucoup d'activités qui sont proposées et comme parents, on ne participe pas nécessairement à toutes les activités. Alors, on vous propose une autre mise en vue. Donc là, on va se mettre en réflexion commune. Voilà. Et nous, on a proposé de parler de quelque chose qui nous tient à cœur, puisqu'on pense que c'est aussi dans le changement qu'on attend dans la communauté éducative inclusive. On va parler des invitations qui ont après à arrimer, connecter l'école, la famille et la communauté. Alors, Delphine, elle a parlé de connecter, parce que c'est l'idée de connectiveness. Je pense que c'est une mauvaise traduction, ouais, mais en même temps, vous vous souviendrez de... Pas que je critique ta traduction, mais je pense que c'est pas nécessairement très français, mais vous vous en souviendrez comme ça. Les 3 dimensions, donc la diversité des propositions effectuées aux parents, la prise en compte du contexte et le fondement, donc fonder la relation en respectant et en essayant de réfléchir, d'avoir en trame de fond toujours nos 4 principes: confiance, respect, communication, égalité, engagement et attente élevée. Alors maintenant, on va vous montrer comment on peut mettre dans notre pyramide différentes activités, pratiques, invitations aux parents et en fonction de ce que l'on vit comme groupe scolaire, comme envie ou comme acteur de l'école. Un premier exemple, et on en a discuté hier aussi, je donnais cet exemple dans l'atelier. J'ai visité une école au secondaire, vraiment une école qui se rapprochait du modèle inclusif et où toute l'année, il y avait une foire aux vêtements organisée par et avec les parents et avec les enfants. Donc là, les parents sont là. Il y a toute une organisation qui s'est faite. Donc c'est pratique parce qu'il y a aussi des vêtements qui peuvent se passer à un prix. Donc c'était dans une école milieu défavorisé. Donc évidemment des achats de vêtements moins chers. Et là, ce n'est pas une forme de participation traditionnelle. Hein. On n'est pas autour de l'enfant de dire bon, quel objectif, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Bon, ça c'est une proposition pour tous les parents. Est-ce que vous voyez dans cette proposition quels sont les éléments, si l'on veut permettre une accessibilité la plus grande possible, quels sont les éléments du contexte qu'il faut que l'on fasse varier? Si on pense à cette foire aux vêtements, qu'est-ce qu'il faut que l'on garde en tête pour s'assurer que tout le monde puisse y participer de façon la plus... Le temps, c'est-à-dire les horaires, les jours de la semaine, un peu, parfois le matin, parfois l'après-midi, parfois ça dure 20 minutes, parfois... 20 minutes, ça c'est quand on est très rapide, mais bon... flash vente. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut varier encore? Les lieux. L'accessibilité de l'endroit. Est-ce que c'est toujours à l'école? Est-ce que ça peut pas être dans une salle communale? Enfin, je sais pas comment. Vous avez pas de salle. Comment ça s'appelle? Maison de culture? Ici? Ouais. Bon, voilà. Est-ce que ça va être dans une association, pas loin, etc. Donc, faire varier ces lieux pour offrir le plus de diversité possible. Par rapport aux autres éléments, qu'est-ce qu'on peut faire varier encore? La fréquence. Ok? Ça va? Vous comprenez le jeu d'esprit et le principe. Pourquoi les principes de base sont respectés? Qu'est-ce qui est de l'ordre du respect? Qu'est-ce qui est de l'ordre de l'équité?
dans ce type de proposition. De quoi, qu'est-ce qu'on doit garder en tête? Ou même égalité, équité. Égalité. Égalité, équité, j'aimerais que vous réfléchissiez particulièrement à la maman d'Arturo qui vient d'arriver au Québec et qui a envie de s'investir. Bon, je donne un peu trop de temps. Mais en quoi on se rapproche, en quoi on touche ce principe-là d'égalité, équité quand on propose? Pardon? Oui, exactement. Même si on ne parle pas une langue encore très très complexe pour développer des contextes, des éléments abstraits, par exemple, grâce à la langue française, eh bien, elle peut tout à fait quand même interagir avec les éléments. Et si elle vous dit, mais moi j'aimerais quelqu'un qui soit bilingue, qui soit à côté de moi, qui puisse m'aider progressivement à me sentir plus à l'aise, eh bien, on peut aussi chercher des solutions de ce côté-là pour permettre à la personne de se sentir accueillie et dans une pleine participation. Ça va? On avance, une autre. Alors, propaganda. Alors ça, il faut que je passe à la vue d'après pour vous le montrer. Vous y voyez? En plus, c'est en anglais, alors ça doit être un peu petit. Hein. Je vais vous le raconter. C'est une proposition qui vient d'Australie, dans le Queensland. Il y a une fédération qui a pour vocation de soutenir les différents acteurs, dont les parents, qui vont travailler autour de l'inclusion. Lors d'ateliers, les parents, les ateliers sont mixtes, hein, très souvent, donc il n'y a pas que des parents dans les ateliers. Les parents ont évoqué le fait que pour eux, c'est très difficile au niveau du langage, quand un intervenant leur dit « ton enfant, il n'a rien à faire ici ». Il peut pas, il y aura toujours un écart entre son niveau scolaire et le niveau des autres. Et les parents disaient, mais pour nous, c'est très difficile de s'entendre dire ça. On a besoin de réfléchir à des propositions langagières pour répondre à ça. Donc, ils ont travaillé ensemble à deux choses. À savoir, qu'est-ce qu'ils peuvent évoquer en termes de concept pour dire, ben non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est autre chose qu'on veut dire. Non, notre enfant, il a une place ici, puis trouver des arguments pour les proposer. Et carrément, ils ont dit, mais nous, on a besoin de se sentir en force pour arriver à le dire. Donc, ils se sont créés, c'est ce que vous avez sur la dernière partie, carrément des phrases, mémos, clés, qui puissent les aider. Ce qui est intéressant, c'est que là, en termes de variation, ce support, il a été créé par les personnes, mais il a eu aussi plein de vies différentes. Papier, des ateliers, des petits scénarios, etc. Donc, il a varié, en fait, sur tout un tas de supports. Et les intervenants eux-mêmes font ça. D'accord? Ils jouent aussi à eux-mêmes utiliser ces éléments-là. Donc, ce n'est pas un document pour spécialement les parents. C'est les parents, je vous le dirai, qui l'utilisent le plus. Mais tout le monde utilise ce document pour se conforter, s'aider et apprendre à gérer l'interaction quand on est pris dans ces espaces de conflit ou de malaise dans l'interaction. Alors ça va? Vous voyez les variations? Ouais? On avance? Alors, un autre exemple, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça ici, puis, un centre familial dans l'école. Donc, il y a un centre qui est finalement, qui peut être soit j'allais dire une chambre, une classe, ou un espace. Là, c'est tendancieux, mais bon. Est-ce qu'on vous assomme? Un espace qui est un espace de créativité, mais qui peut être aussi un espace d'apprentissage où des parents viennent pour faire de la lecture à des plus jeunes. Il peut y avoir des ateliers organisés par et pour les parents. Souvent, c'est créé, moi j'en ai vu au Nouveau-Brunswick, qui est une des provinces tout près de chez nous, où justement les parents s'occupent de tout ce qui a trait aux leçons, devoirs, parce que évidemment on sait que c'est très compliqué, donc des fois quand il y a plusieurs enfants qui font ensemble leurs devoirs, leurs leçons, effectivement ça devient plus facile. Alors là, on a mis un peu plus haut dans la pyramide parce qu'on pense que ça s'adresse peut-être pas à tous les parents. Hein? Donc, vous voyez qu'on monte aussi dans la pyramide en disant, il y a peut-être moins de parents. Alors, tout en haut de la pyramide, justement, on a mis un autre exemple qui est l'idée que j'avais vue dans une école aussi
à Montréal, où il y avait l'accueil des jeunes parents, non, enfin des parents de jeunes enfants, parce que des fois ils sont vieux, de parents de jeunes enfants, par les parents des cycles plus élevés, donc en fin de primaire. Et alors là, effectivement, on l'a mis tout en haut de la pyramide, parce que c'est peut-être 2-3 classes, mais dans le cas de Arturo, et puis il faudra qu'on prenne des exemples aussi avec notre autre Jasmine. Avec Jasmine, ben, ça peut être intéressant parce que, ben, on l'a vu et puis on l'a discuté aussi en atelier, l'entrée dans l'école, hein, c'est pas seulement pour l'enfant, c'est aussi pour les parents en fonction de sa propre histoire que l'on a créée dans notre rapport à l'école, et d'avoir d'autres parents et pas un langage d'intervenant qui dit bon ben voilà, ça se passe comme ça, de telle heure à telle heure, hein. Comme parents on se pose d'autres questions que comme intervenant. Donc ça, ce serait une activité qui pourrait être proposée, qui serait plus spécifique, qui pourrait se faire, alors la variation dans le temps, ça peut se faire une année, il peut y avoir un plus gros groupe de parents une année, un plus petit groupe une autre année, et ça permet aussi justement tout l'aspect d'empowerment familial, et de permettre de dire bon ben voilà, ici on va vous proposer ça. C'est aussi ce fameux terme de welcoming school, hein, des écoles accueillantes, que j'arrive pas à traduire encore en français, je trouve. Donc voilà, donc un autre exemple. On vous en a mis plusieurs autres, et comme le temps passe, en fait, on va vous les défiler, et on va vous proposer, vous, de faire une pyramide après, sur un autre thème. Donc, j'ai observé des espaces en Belgique, dans des crèches, où il y avait des lectures culture, de partage au sein des crèches, pour apprendre à se connaître et à discuter ensemble. Il y a tout un tas d'activités que l'on peut imaginer autour de l'accueil des nouveaux parents, ou la rencontre de parents à la bibliothèque, par exemple. Donc, ce que l'on vous propose maintenant, pour se mettre en réflexion et en action, et pour justement passer vers des actions, on a choisi un autre thème de cette typologie, et là on est sur répondre aux besoins, d'accord, de la famille. Ça va? Donc maintenant, dans cette nouvelle pyramide, on va vous demander, on en a mis une de proposition, et on va vous demander de prendre 5 minutes avec votre voisin, votre voisine, ou vos groupes de voisins-voisines, pour imaginer, tiens, qu'est-ce que l'on pourrait mettre dans cette pyramide sur ce thème-là. Et puis, on prendra 5 minutes pour partager ces idées. L'idée pour nous, ici, vous le comprenez, c'est que l'on suscite le passage à l'action avec des outils simples, mais qui vous permettent de rentrer dans un espace de créativité qui est pour nous fondamental autour de ce que l'on peut comprendre de l'école inclusive. Puis aussi, bon par rapport à une petite information supplémentaire, pourquoi on a choisi cette typologie-là? C'est parce que c'est quelque chose qui se dit et qui ne se dit pas, dans le fond, de dire est-ce que le mandat de l'école, c'est de répondre aux besoins des familles, etc. Mais par contre, ce qu'on sait dans la recherche et qui a été démontré depuis beaucoup de nombreuses années, c'est que évidemment, une famille qui ne s'adapte pas à ce que vit son enfant, ça va être beaucoup plus difficile sur le plan éducatif. Donc, on appelle ça le fonctionnement familial. Hein. Chaque famille répond à un certain nombre de besoins économiques, sociaux, bref, de communication, etc. Et on doit adresser, nous on pense qu'on doit adresser à temps élevé cette préoccupation pour les familles. Mais par contre, ce n'est pas nécessairement les enseignants qui ont adressé cette préoccupation. Hein. Il y a d'autres acteurs dans l'école qui peuvent adresser cette préoccupation, et les groupes communautaires, les centres communautaires, donc des organismes, des associations aussi qui peuvent travailler avec les écoles pour réfléchir à ces différents types de besoins. Et pensez à Yasmine, par exemple, qui est dans un projet sport-études et qui, à un certain moment donné, pourrait avoir besoin d'équipement, mais le papa ne peut pas répondre nécessairement à acheter tout le matériel parce que financièrement, il n'arrive pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour réfléchir à ces besoins? Pensez aussi que Jasmine vit avec son papa et que sa maman est loin. Elle existe, elle est là, mais elle vit à l'étranger pour des raisons professionnelles. Alors, comment cette situation-là, vous pouvez prendre ce repère, d'accord, pour réfléchir
qu'est-ce que vous pourriez imaginer à mettre dans cette boîte-là? On vous a mis une première proposition pour que ça vous lance dans les idées. Faire des rencontres personnalisées pour mieux appréhender la réalité. Qu'est-ce que ça voudrait dire dans ce cas-là? Qu'est-ce que vous pourriez mettre comme proposition et comme variation? Donc on se donne 5 minutes juste pour se mettre en mouvement. Et ensuite, on essaye de discuter de ça. Là, vous pouvez parler, hein, même fort et tout ça, là, c'est... Je vais te faire. Je vais couper tout là. Il y en a la réunion, Pour garder notre timing pour la suite de la matinée, on va essayer de discuter de ce que vous avez comme idée. S'il y en a déjà, ça va vite, hein, en 5 minutes, même pas. S'il y a 2-3 idées que vous avez qu'on peut essayer de discuter, et puis ensuite on ira vers une conclusion et surtout vers une invitation à la suite. Ouais. Alors, on a évoqué l'idée d'une journée porte ouverte avec rencontre entre les associations, les enseignants et les familles. Et la question qu'on se posait, c'est comment faire venir les enseignants. Et parce que le risque, nous semble-t-il, enfin un des risques, c'est que les enseignants se sentent, une partie d'enseignants ne se sentent pas concernés par les aspects éducatifs en se concentrant sur les aspects disciplinaires, etc. Et donc finalement ne se sentent pas avoir un rôle à jouer sur, je ne sais pas, pourquoi Jasmine n'a pas de vêtements adaptés à sa pratique sportive, ou le fait que Jasmine n'ait pas à manger, c'est pas leur problème. Leur problème, c'est qu'elle comprenne les maths ou je ne sais pas quoi. Et du coup, je caricature un peu le trait, mais on a tous rencontré des enseignants comme ça, et donc on se posait cette question-là, en fait. Merci. Alors, effectivement, puis ça, c'est important de le dire, parce que comme intervenant, ou comme on a souvent des super idées. Hein. Ah oui, on va faire une journée telle et telle. Puis après, de un, on a proposé plein de choses. Puis des fois, c'est un petit groupe de l'école qui propose ça. Puis, du coup, ça ne marche pas nécessairement, ça crée des conflits. Et on n'a pas nécessairement le succès escompté, donc les parents ne viennent pas. Alors là, c'est exactement la prise en compte du contexte. Hein, il faut faire varier quand vous proposez, quand vous réfléchissez. Puis d'ailleurs, on travaille dans un atelier là-dessus avec une journée créole, je crois. Mes collègues vous en parleront, je ne les vois pas, mais cet après-midi. Pourquoi, si les enseignants n'ont pas envie de participer à cette journée porte ouverte qui serait plus orientée justement sur cette nécessité de voir si on peut créer du lien, des centres, des associations de parents, des personnes ressources dans la communauté, pourquoi pas? On n'a pas besoin d'être tous là tout le temps. Il me semble qu'il y a des assistants sociaux. C'est sûr que quand on vit une récession et des coupes budgétaires, on coupe là, dans ce soutien et dans cette forme de participation aux familles. Mais
j'aurais envie de dire c'est une bonne idée, puis à réfléchir en fonction des paramètres du contexte. Parce que si on ne réfléchit pas en fonction des paramètres du contexte, ben, ça va être vain. Hein? Donc c'est là où on va arriver avec des formes de participation, puis on va dire ben, soit les parents ne sont pas là, soit les autres ne veulent pas participer. Donc je pense qu'il faut respecter aussi un enseignant qui dit ben, moi, j'ai pas envie de m'occuper du... Bon, après j'ai une autre pensée sur la fonction d'enseignant, mais ça, chacun fait son métier selon ses principes. Puis il y a quelque chose qu'on peut rajouter aussi, c'est que pour que ces propositions soient viables, il ne faut pas que ça soit la proposition d'une personne. Et c'est là où on touche l'enjeu de l'éducation inclusive, c'est se mettre ensemble pour réfléchir à des propositions. Ici, on fausse un peu la donne parce qu'on est dans cette interaction-là. Mais la plupart du temps, ce sont des groupes qui disent « Tiens, nous pourrions faire ça ensemble ». Comment ça marche? Ça marche parce que dès le départ, dans les premiers moments où les familles rentrent à l'école, les premiers moments où les enseignants sont aussi à l'école, il y a l'idée de se dire c'est une école qui a une visée communautaire. Si l'école s'affiche comme une visée communautaire, alors c'est tout à fait différent dans la stimulation qu'il va y avoir sur les propositions. Comment faire pour se sentir interpellé? Comment on est interpellé dans quelque chose? Comment vous êtes interpellé dans une activité, dans un... Parce qu'on a un intérêt. Parce qu'on a besoin de moi. Parce qu'on a besoin de moi. Dans une école, quel est le premier motif qui peut faire que le parent vienne? Quel est le premier motif? Ouais. Le bien de l'élève, l'enfant, les besoins. Donc on a plein de portes d'entrée. Ces portes d'entrée, elles vont être plus efficaces dans un certain contexte si on y va par là. Elles vont être plus efficaces dans un certain contexte si on prend d'abord celle-ci. Mais au final, on se sent interpellé quand on partage un intérêt commun. Et l'intérêt commun, à l'école, la plupart du temps, c'est le bien de l'élève. Ça n'est pas que son apprentissage. Et c'est surtout, l'apprentissage, c'est un bien pour l'élève. Mais il y a aussi tout un tas d'autres choses qui correspondent à ça. Okay? Donc, le bien de l'élève, c'est son apprentissage, c'est le fait qu'il mange tous les jours à sa faim, qu'il soit habillé, etc. Et l'enseignant veille à ça. Après qu'il ne sache pas comment faire pour s'y prendre, pour y arriver, ça c'est une autre question, mais ça fait partie des missions, je pense, partout dans le monde, de l'enseignant, de s'intéresser à ça, au même titre que les parents s'y intéressent et les travailleurs de toutes sortes. Est-ce qu'on a une autre idée? En fait, c'est pareil, ça peut donner des idées. Donc, en lycée professionnel, en fait, donc c'est devenu institutionnel, la réglementation l'oblige. Mais lorsqu'on accueille les entrants en seconde, en fait, on est obligé d'organiser une semaine d'intégration. Et c'est vrai que du coup, ça nous donne une idée pour la rentrée prochaine, pour voir si on peut pas inclure les parents justement parce que jusqu'à maintenant, donc c'est notre troisième ou deuxième édition, je sais plus. L'année dernière, donc les élèves qui connaissent le lycée organisent des activités pour accueillir les nouveaux. Et ça termine par une sortie, donc on est allé s'accrocher dans les arbres l'année dernière, on est allé au bowling cette année. Et donc on pourrait effectivement dire aussi, les parents qui connaissent, venez accueillir les parents des nouveaux, ça pourrait être une idée. Une autre idée qu'on a eue et qui... On va juste discuter de celle-là. Comment ici on répond à la question des besoins des familles elles-mêmes? Ça serait quoi ce besoin sur l'équilibre familial en leur disant venez aussi participer activement dans la journée d'intégration? Qu'est-ce qu'on offre comme possibilité? Les associations de parents, de se faire connaître, de savoir où on peut trouver des ressources. Exactement, de sa familiariser dans le corps avec les espaces, avec les personnes, avec les noms. Quand on arrive quelque part, on est perdu un peu. Hein. C'est comme ici, qui fait quoi, qui s'organise, quelles sont les fonctions des différentes personnes. Là aussi, et puis on peut le faire varier. Là, on est toujours dans cette idée que certains parents ne pourront pas venir à la journée d'intégration. Mais si on veut garder en tête le principe de l'intégration, alors on peut faire varier dans le temps et dans l'espace. On pourrait faire, peut-être, je ne sais pas, des journées d'intégration dans la semaine d'intégration, mais est-ce qu'on peut continuer après? Est-ce qu'on peut faire d'autres formes? Voilà, on peut faire un autre horaire pour une journée, on peut peut-être faire d'autres activités, est-ce qu'on peut faire des capsules aussi vidéo?
de ce qui s'est passé. Est-ce qu'on peut les diffuser? Est-ce que c'est autorisé? Est-ce qu'on a les droits d'éthique? Il y a plein de questions qui vont se poser à partir de ça. Mais si on réfléchit ensemble, on peut réfléchir pour s'assurer qu'il y a une diversité qui va être reconnue dans nos propositions. Est-ce qu'on a le Il temps faut qu'on finisse. Il faut qu'on finisse. Ouais. Ah. Vous avez le principe. Et puis, notre fin, ça va justement être une fin... Attends, je vais dire un mot quand même. Vas-y. Faut cacher le peps. Dans les fonctions familiales, hein, toute famille aussi, et tout le monde de la famille, il y a l'aspect de l'estime de soi, hein, des enfants. Puis quand on parle aussi, hier, on a parlé de ce mouvement de dire un enfant qui est en situation de handicap dans une école ordinaire, qui ne se sent pas accueilli, etc. Là aussi, hein, il peut y avoir des parents de cette école qui sont inquiets parce que qu'est-ce que ça veut dire faire école avec des enfants qui pourraient avoir des diversités sur le plan des déficiences différentes, etc. Là aussi, on peut réfléchir comment on peut instituer quelque chose avec les parents au sein de l'école pour qu'il y ait de l'information, de dire l'éducation n'est pas nécessaire, c'est vraiment un enrichissement, etc. Donc, évidemment, les besoins des familles, on pense souvent aux besoins économiques, mais il y a aussi l'estime de soi, etc. Parce que comme l'enfant ressent, puis on l'a vu dans la présentation hier, peut ressentir une envie de dire, moi, la classe ordinaire, l'école ordinaire, j'y suis pas bien, mais le parent aussi, il peut être inquiet de dire, ok, l'école inclusive, ça veut dire quoi pour mon enfant? Puis la première préoccupation des parents, c'est la sécurité de l'enfant. Bref, je te laisse continuer. Conclusion. C'est difficile de conclure. Ce que l'on peut... vous avez vu, on n'a pas beaucoup cité d'auteurs. Vous les aurez en bibliographie, vous aurez leurs noms qui apparaissent. Et dans les documents qui vous seront joints, vous aurez toute cette liste-là, parce que pour nous, il était plus important de gagner du temps pour discuter de ça. Et notre conclusion va être une conclusion en 2 temps. La première, c'est qu'on s'intéressait à des paroles aux actes. Donc, on est dans un mouvement, on est dans une société, le titre du colloque, c'était « Vers une société inclusive », donc on avance, on se met en mouvement. Pour se mettre en mouvement, il faut s'outiller de connaissances, c'est ce qu'on essaye de faire. Mais à partir de ces connaissances, il faut savoir ce que créer veut dire. On vous a proposé une manière d'imaginer comment on peut créer. Il en existe plein d'autres. Et c'est à vous, bien sûr, de faire vivre maintenant cet outil ou de le transformer, d'en faire quelque chose d'autre, peu importe. Vous avez un socle à partir duquel vous pouvez créer. C'est surtout vivre les expériences, être ensemble pour en discuter, pour les analyser, faire appel à des équipes de chercheurs pour vous aider dans ces réflexions-là. Ça fait partie des fondements de la recherche que de pouvoir être à l'écoute et entendre les propositions, les demandes des équipes et de se dire, oui, on peut faire un bout de chemin avec vous pour se mettre dans tous ces mots qu'on a vus, accompagner, changement de pratique, etc. Les chercheurs sont là, c'est un message vers le changement aussi, que d'aller chercher des chercheurs pour... Des fois, on les trouve pas. On les trouve pas forcément, mais de temps en temps, on en trouve qui sont là pour avancer vers ce changement. Et s'enrichir de cette diversité de propositions. Ne pas considérer, parce qu'on peut imaginer tout de suite, oh là là, dès qu'on a une idée, il faut la décliner en plein de choses. On se dit, on va perdre du temps, c'est compliqué, mais c'est aussi un gain énorme pour le futur, pour la société, pour l'activité que l'on fait. C'est un mécanisme que l'on peut prendre en compte et s'inscrire dans cet élément-là. Si on a dit passer de la parole aux actes, pour nous, la deuxième étape qui va stabiliser une école inclusive, une société inclusive, c'est bien de passer des actes à la parole ensuite, témoigner de ce qui fonctionne, donner des exemples contextualisés pour que vous sachiez qu'est-ce que vous pouvez faire varier ensuite pour aller plus loin, témoigner, mettre en place de l'advocacy pour faire entendre les voix des propositions inclusives et écouter ces voix-là. Donc, nous vous souhaitons bonne route.